Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, on va assister à une conférence d'Emmanuel Drouet, qui est docteur en pharmacie et professeur de microbiologie à la faculté de pharmacie de Grenoble. Et donc, Monsieur Drouet, je vous laisse la parole. Voilà, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les étudiants bénévoles de cette COP2 étudiante qui aurait dû avoir lieu l'an dernier. Donc, bien sûr, c'est dommage qu'on ne soit pas en présentiel, mais au moins nous sommes là tous pour partager chacun de toutes nos expertises. Alors moi, donc je suis pharmacien de formation, donc je suis du monde de la santé, et donc le sujet de mon exposé qui va durer une demi-heure, je suis désolé pour le retard, j'avais un problème de connexion, va concerner en fait l'effet du changement climatique sur la santé des générations futures. En fait, pour tout vous dire, c'est un enseignement que je fais déjà depuis assez longtemps pour des étudiants et que je fais également pour des étudiants, enfin actuellement dans des enseignements transdisciplinaires. Donc c'est quelque chose qui intéressera bien sûr tout le monde, tous les étudiants. Monsieur Drouet, je me permets de vous couper. Je me permets de vous couper. Dans le mail que vous nous avez envoyé, il n'y a pas la pièce jointe pour votre présentation. Attendez voir. Bon, je recommence. Merci. C'est un petit peu en retard alors. Si, c'est parti. Hein. Attends, pardon, télécharger. Manon me dit qu'il n'y a pas la pièce jointe dans votre mail. Si, il est parti là. Il est parti. Il y a la pièce jointe. Voilà. Ok, bon, je vais aller voir ça avec vous. Je vous laisse avec Manon. Je vous laisse continuer. Oui. Si, il y a la pièce jointe, c'est bon. Donc voilà, donc c'est un cours que je fais pour les étudiants et donc depuis une dizaine d'années. En fait, il y a beaucoup d'articles ou d'interventions qui ont été faits sur les effets sanitaires du changement climatique, mais il y en a quand même assez peu sur, en tout cas en ce qui concerne les enfants et les prospectives pour les générations futures. Donc c'est un peu là-dessus que j'avais bâti tout mon exposé. Alors déjà, avant que vous voyez toutes les diapos, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les progrès de la médecine et de l'hygiène, donc depuis bien sûr plus d'un siècle, ont fait augmenter l'espérance de vie des populations. Il y a une démographie, bien sûr, qui va de manière exponentielle, ça tout le monde le sait. Et disons que la pauvreté a largement diminué, en gros, depuis 1800 jusqu'à 2000. Et donc, c'est le sujet de cette conférence. Bien sûr, le changement climatique a complètement changé la donne. C'est-à-dire que avec le réchauffement climatique, avec les changements globaux qu'il faut bien distinguer, depuis donc une vingtaine d'années, on assiste en fait à un phénomène qui est inverse, c'est-à-dire qu'en fait l'espérance de vie ne progresse plus, notamment dans les sociétés occidentales et en premier dans des pays comme les USA. Et bien sûr, il y a eu, et ça a été soulevé lors de ces conférences, il y a eu une chute de la biodiversité. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important sur lequel je vais revenir. Et ce que je voulais dire d'emblée, pour que vous voyez un petit peu la complexité de prédiction de ces défis sanitaires pour les 50 ans qui vont venir, c'est qu'en fait c'est très difficile de prédire l'état de santé des populations pour cette période de temps qui s'annonce. Vous allez voir beaucoup d'articles qui vont faire des prédictions sur des modèles mathématiques
Donc ça a été fait depuis longtemps. Et ceci, effectivement, est possible par les big data et puis l'intelligence artificielle. Et ce ne sont que des prédictions. Et ces prédictions sont souvent ne sont pas tout à fait justes parce que c'est très difficile quand on parle de problèmes sanitaires de faire la distinction entre ce qui revient au réchauffement climatique, donc l'élévation des températures sur lequel on va revenir, et les changements globaux. En fait, tout est interconnecté et puis intriqué, donc c'est difficile de faire la part des choses. D'où effectivement cette difficulté qu'on a pour prédire. Alors, il y a quand même des choses qui sont évidentes. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes que l'on remarque, bien sûr, depuis déjà une vingtaine d'années. C'est les canicules. Les canicules, dont la première qui a été bien répertoriée, c'est la canicule de 2003, qui concernait l'Europe. Et au fil du temps, on a vu ces périodes de canicule qui se réitéraient. Donc ça, c'est une chose évidente qui sort complètement de tout ce qui est prédiction, etc. La deuxième chose qui est évidente comme phénomène que l'on peut juger de manière objective, c'est le réchauffement climatique avec l'augmentation des maladies vectorielles. Alors, qu'est-ce qu'une maladie vectorielle? En fait, c'est une maladie infectieuse qui est transmise par un vecteur. Souvent, c'est des insectes, donc des insectes qui piquent et qui mordent. Donc, bien sûr, la maladie la plus connue dans ce cadre-là, c'est le paludisme. Mais d'autres maladies beaucoup moins connues, notamment d'origine virale, puisque le paludisme, c'est un protozoaire, c'est pas un virus, de nombreuses maladies virales sont en train d'émerger. Notamment une infection qui est bien connue des infectiologues, c'est la dengue. Donc, je parlerai aussi de ces maladies vectorielles qui sont à la hausse. Ensuite, vous avez effectivement des problèmes sanitaires qui existent donc depuis longtemps et dont on ne parle pas souvent, bien sûr, c'est la malnutrition. Donc, je vais commencer un petit peu sans les diapositives, mais pour faire un état des lieux et en vous donnant quelques chiffres. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'espérance de vie augmentait depuis 1800 jusqu'à 2000. Et ensuite, je vous ai dit ce qui se passait, quelle est la tendance. En fait, entre, disons, 1980 et 2018, ce sont des chiffres que je vais vous donner, et après, vous verrez, ça n'a pas directement trait à la santé, mais ce sont des chiffres qui frappent. Concernant les transports aériens, le trafic aérien est passé de 500 millions de passagers en 1980 à 2,5 milliards en 2018, ce qui fait une augmentation de 1300%. Et dans le même temps, il y a une accélération, bien sûr, de la chute de la biodiversité et du nombre d'espèces qui sont menacées. Et en même temps, il y a une augmentation, et bien sûr, on le voit tellement avec la Covid, une augmentation des épidémies et des pandémies, et donc une transmission qui est évidente entre les animaux et l'homme. Donc une transmission accélérée. Voilà, donc ça c'est le diaporama qui apparaît entre les animaux et l'homme. Et bien sûr, il y a les pandémies qui augmentent en nombre depuis, disons, la fin du XXe siècle. Oui, alors je vais essayer de retrouver le fil de mes idées. Donc, voilà, on peut peut-être passer à la diapositive. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est la. Alors, je ne sais pas comment on fait pour. Dites-moi quel diapo, quel slide vous voulez. La 4 ? D'accord. C'est celle qui est. Voilà, juste après. Encore un peu après. Et puis ensuite, on va. Voilà. Voilà, je reviens là-dessus. Donc, c'était pour vous dire que c'est très difficile de prédire parce que justement, la part de ce qui vient au réchauffement climatique et au changement climatique de manière très globale, voilà, c'est difficile. Alors, dans la diapositive suivante, alors je ne sais pas si je peux, voilà, c'est très difficile de prédire. On a effectivement certains éléments clairs qui sont les canicules. Là, j'en étais là.
Je ne sais pas si je peux passer moi-même les diapos. C'est moi qui vais, Oui. c'est moi qui vais changer les diapos. Oui. Donc, dites-moi à chaque fois que vous On va voulez passer à la changer suivante. la slide. Voilà. Donc, depuis, disons, 5 ou 6 ans, on a répertorié, vous voyez, c'est ce que vous montre cette diapositive, on a répertorié les grands risques évidents. Donc, vous voyez, il y a les coups de chaleur et les canicules, les maladies vectorielles, les problèmes de malnutrition, les événements extrêmes, la qualité de l'air, et vous voyez, des choses dont on parle assez peu souvent, des stress mentaux et en tout cas des problèmes qui sont liés à la santé du travail. Et vous avez ici les perspectives d'augmentation de température pour la période 2030-2040. Si on considère 1,5 degré ou bien 4 degrés, vous voyez que ces risques augmentent. En fait, selon les auteurs, vous verrez une augmentation, par exemple, considérable de la malnutrition, ou des coups de chaleur par donc une élévation lors de ces canicules. En revanche, les maladies vectorielles, c'est des choses que l'on prédit de manière assez difficile. Par exemple, là, vous avez l'étude de Andrew Michael. Vous voyez que malgré tout, c'est pour certains cadrans, les choses ne sont pas très claires. Ce qui est évident aussi sur cette diapositive, et je vais y revenir après, c'est qu'on peut s'adapter. Il y a bien sûr, vous avez deux niveaux pour résoudre tous ces problèmes, que ce soit des problèmes sanitaires ou d'autres. C'est l'atténuation, ce que les Anglais appellent la mitigation, ou bien l'adaptation. Et effectivement, vous voyez ici, alors ça c'est le degré d'adaptation que l'on peut donner à tous ces phénomènes sanitaires. Et ça, c'est une vue que donnaient certains épidémiologistes comme Andrew McMichael. Donc a fait il y a maintenant 5 ou 6 ans. Alors on va passer à la diapositive suivante. Alors les vagues de chaleur mortelles, c'est la chose donc la plus évidente, et on en fait l'expérience maintenant depuis un certain temps. Donc rappelez-vous la canicule de 2003, il y a eu 70 000 décès en Europe à cette occasion. Et puis ensuite, il y a eu des plans canicules qu'ont adopté la plupart des pays. Mais malgré tout, vous voyez sur cette courbe que le nombre de canicules, il y a toujours un nombre de canicules il y a des canicules qui se produisent donc tous les ans régulièrement. Il y a eu aussi un pic en 2010 et puis un autre en 2016. Avec bien sûr une mortalité qui a été plus faible puisque ces plans canicules ont quand même été assez efficaces. En 2018, vous voyez, vous avez un chiffre qui est important, c'est que on considère que les vagues de chaleur dans le monde entier ont frappé en moyenne 220 millions de personnes, de plus que pendant la période 86-2005. Avec une mortalité qui est importante, avec des chiffres, je ne sais pas si vous pouvez lire en tout cas, qui sont supérieurs à 200% pour une période, encore une fois, qui va de 2030 à 2080. Mais ce sont que des prédictions. Donc il faut être très très prudent avec ces prédictions. En tout cas, il y a un article que j'ai relevé, qui a été publié en 2017, vous voyez, qui montre que 3 individus sur 4 vont être exposés au coup de chaleur à partir de 2100. Donc ça, c'est une première chose évidente, objective, qui est qu'il faut retenir. Ensuite, dans la diapositive suivante, on va continuer sur ces canicules. Une chose aussi qui a été relevée, c'est que ces coups de chaleur, alors bien sûr, s'accompagnent de désordres cardiovasculaires, notamment chez les sujets âgés, mais aussi chez les enfants. Mais on a relevé que, vous voyez, pour une augmentation de 1 degré, ça c'est une étude américaine, on avait une augmentation du taux de suicide. 1,4% d'augmentation du taux de suicide pour une augmentation de 1% de température au-dessus des normales. Ça, c'est des chiffres par une équipe coréenne, et à peu près les mêmes valeurs ont été obtenues par les Américains. Ce taux de suicide, d'ailleurs, n'est pas des périodes dépressives, c'est pas dû à une dépression, c'est vraiment quelque chose qui est lié à du stress thermique, qui augmente la quantité de glucocorticoïdes au niveau du sang et qui entraîne ces états de suicide dans toutes les populations et dans tout âge confondu. Il y a aussi une chose que nous apprennent ces augmentations de température, que ce soit pendant les périodes de canicule
ou l'augmentation des températures moyennes, c'est la santé au travail, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus difficile. Ce sont des chiffres ici qui montrent la capacité de travail qui va diminuer au fur et à mesure que les températures augmentent. Principalement, vous voyez, dans les régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Inde, l'Afrique et une partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Donc, ces températures élevées, sous forme de canicule, donc débouchent sur des problèmes importants chez les personnes âgées, chez les enfants, et donc il y a ces tendances suicidaires qui ont été notées dans plusieurs travaux. Donc la diapositive suivante, on va aborder un autre problème, donc c'est le problème des maladies vectorielles. Alors ces maladies vectorielles, j'en parlais donc pendant mon introduction, ce sont des maladies infectieuses qui sont transmises par des vecteurs et elles ont été constamment notées à la hausse. Pourquoi? Parce que effectivement l'augmentation des températures, mais pas que, il y a également l'augmentation de l'humidité par des précipitations importantes, font que certains, voilà, c'est très bien parce que là on a l'écran en grand. Donc certains vecteurs, notamment pour des maladies virales, vous voyez ici, vous avez les deux grandes espèces vectrices de maladies infectieuses, Aedes aegypti et Aedes albopictus, avec albopictus qui est l'espèce la plus adaptative, qui donc augmente leur capacité vectorielle. Alors j'ai mentionné ce que veut dire capacité vectorielle. Ça veut dire que c'est le niveau d'efficacité d'un vecteur dans la transmission d'un agent pathogène. Alors on sait que ces deux espèces sont compétentes pour héberger les virus, d'autres sont compétentes pour héberger l'agent du paludisme, et ça c'est inquiétant. Le fait qu'une capacité vectorielle qui dépend effectivement de la température ou des précipitations, de la densité humaine, est en train d'augmenter depuis une dizaine d'années. Et donc le résultat, c'est la diapositive suivante, c'est que vous avez l'émergence donc de maladies infectieuses qui sont graves. Donc ici, vous avez cette capacité vectorielle qui augmente considérablement depuis une trentaine d'années. Donc vectrices notamment de dengue et d'autres infections virales. C'est la pullulation, cette augmentation de capacité, donc débouche sur des maladies infectieuses virales qui peuvent être très graves. Vous avez ici des jeunes qui pulvérisent des insecticides, notamment dans des régions où auparavant il y avait très peu de cas de dengue, notamment dans le Népal. Donc on voit de plus en plus, vous voyez, de formes infectieuses, notamment dues à la dengue, qui se propagent dans des régions comme le Népal, voire même des régions en zone tempérée comme la Chine. Dans la diapositive suivante, je vais continuer. Donc pour vous montrer qu'effectivement, le résultat, c'est que vous avez une augmentation de l'incidence de la dengue suite à cette pullulation des insectes vecteurs, bien sûr, qui pullulent par la chaleur, mais aussi par l'humidité. Et la tendance est également observée pour le paludisme, qui est vectorisé non pas par Aedes, mais par l'Anophèle. Et ça, c'est le problème des paludismes d'altitude, puisque jusque dans les années 1990, on n'avait pas de paludisme à des altitudes supérieures à 1800 mètres. Maintenant, vous avez du paludisme dans des régions africaines et également dans d'autres régions du monde, dans des régions d'altitude. Alors, dans la diapositive suivante, il y a un autre problème infectieux qui survient, c'est effectivement des maladies hydriques, et notamment la contamination de l'eau, notamment vous voyez, au niveau des côtes, par des agents bien sûr très pathogènes comme l'agent du choléra. L'agent du choléra, c'est Vibrio cholerae. C'est une bactérie qui subsiste très facilement dans des eaux salées. Et vous voyez que il y a une augmentation, alors je dis pas du choléra, mais en tout cas des zones dans lesquelles on peut isoler cette bactérie. Aussi bien d'ailleurs dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc on voit très bien ici cette augmentation, et voire même dans des côtes, vous voyez, comme le Pacifique du Nord-Ouest, l'Atlantique Nord-Est et la Baltique. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire que le bacille du choléra est en train de proliférer. Alors bien sûr, on n'a pas encore la maladie qui apparaît, puisqu'il y a encore un état d'hygiène suffisant, notamment dans les pays occidentaux, dans les pays tempérés, mais ceci fait extrêmement peur pour les années à venir, même dans nos régions.
Alors, dans la diapositive suivante, voilà, je vais également, ça ce sont des courbes qui reprennent ce que je viens de vous dire sur le choléra. Pendant qu'on était effectivement dans les problèmes d'origine hydrique, dans les problèmes sanitaires d'origine hydrique, il y a de plus en plus de régions qui vont manquer d'eau potable. Et en plus d'augmenter le risque de maladies infectieuses, et effectivement, il y aura un accès à l'eau qui sera de plus en plus difficile. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du choléra. Vous avez également, il faut bien noter que vous avez des maladies diarrhéiques, des diarrhées qui touchent les enfants. Et vous voyez, cette eau polluée augmente le risque de maladies diarrhéiques, et vous avez environ 600 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent de problèmes de diarrhée infectieuse. Donc, de l'eau polluée, de l'eau qui est devenue insalubre, et on va bien sûr aborder le problème de la pénurie d'eau qui aboutit à une chute des rendements agricoles. Vous avez ici les chiffres, vous voyez, dans la durée de pousse en jour du maïs. Voilà, ici, du blé d'hiver, du blé de printemps, du soja et du riz. Et on voit très bien que pour les 4 premiers, vous avez une diminution constante depuis 1980 jusqu'à 2020 des rendements de culture. Alors, ceci est extrêmement préoccupant, puisque effectivement, c'est la diapositive suivante. Le fait que les rendements, pardon, je vais rester sur les rendements, excusez-moi. On va rester sur la diapositive suivante. En fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné que les rendements diminuent, vous allez avoir une augmentation du prix des denrées, alors qu'en fait, vous avez toujours des besoins annuels qui sont à la hausse, et de plus en plus d'experts parlent d'insécurité alimentaire, et il y a des projections qui sont extrêmement pessimistes, qui prévoient des réductions de rendement de 2% par décennie, alors même que la production, que la demande mondiale augmente de 14% par décennie jusqu'en 2050. Donc, vous voyez, on a un mélange qui est extrêmement défavorable, c'est-à-dire que vous avez dans le même temps un accès à l'eau qui est difficile, des rendements agricoles qui seront diminués, donc une augmentation du niveau des prix, et donc vous allez avoir un cercle vicieux, donc vous voyez, entre ces problèmes de malnutrition et des problèmes d'accès à la nourriture. Donc ça, c'est une chose qui est évidente et sur laquelle je voulais donc insister. Donc la diapositive suivante vous montre d'autres défis sanitaires. On a parlé beaucoup des incendies, notamment les incendies des années 2018-2020. Donc 3/4 de la population mondiale ont connu une augmentation des incendies pendant cette période. De même qu'en Chine et en Inde, plus de 38 millions de sujets ont ressenti les effets incontrôlés de ces incendies. Et il faut savoir que qui dit incendie dit effectivement problème d'asthme, d'allergie, d'augmentation des maladies chroniques, encore une fois, dans des populations à risque comme les enfants. Voilà, on va passer à la diapositive suivante. Donc, vous voyez sur cette diapo que justement, alors on parlait des incendies c'est les méga incendies qui concernent effectivement l'Australie, mais aussi toute l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et une grande partie bien sûr de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et puis la Californie. Donc, vous avez effectivement un risque de plus en plus important pour les effets sanitaires dus à ces incendies. Donc la diapositive suivante conclut, donc donne une première conclusion. Donc j'ai mis ici le niveau d'incertitude de tous ces risques que je viens de mentionner. Pour les maladies vectorielles, on est pratiquement sûr qu'il y a un effet global de ces maladies vectorielles, avec en première intention la dengue. On ne connaît pas très bien comment évoluent les autres maladies vectorielles. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, la maladie de Lyme, dont je n'ai pas du tout parlé, parce que je n'ai pas encore le temps, mais c'est vrai que il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, puisqu'elle touche cette maladie qui est transmise par les tiques, touche les régions tempérées, donc toutes nos régions, et qu'il y a un effet cumulé, on pourrait dire, du réchauffement climatique, l'augmentation des précipitations et une baisse de la biodiversité.
De même que le paludisme d'altitude, ce sont des régions, notamment les régions d'altitude d'Asie et puis d'Afrique qui sont concernées. Les maladies hydriques avec le choléra et également les coups de chaleur et les événements extrêmes dus à la chaleur avec la sécurité alimentaire. Ça, effectivement, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est vraiment les désordres sanitaires qui sont majeurs qui sont déjà majeurs et qui vont augmenter avec le changement climatique dans les décennies futures. Alors, dans la diapositive suivante, c'est effectivement qu'est-ce qui peut être fait si les enfants qui naissent aujourd'hui, effectivement, vont connaître un monde qui sera plus chaud, environ de 4 degrés Celsius. Si on prend un enfant qui naît en 2020, par exemple, l'espérance de vie, c'est 71 ans. Il aura donc 71 ans en 2090. Il va connaître un monde plus chaud de 4 degrés, de 4 même à 7 degrés. Donc, c'est un monde qui sera complètement différent. Et donc, il faut agir, bien sûr, tout de suite. Donc, ce sont des méthodes, ce sont des stratégies d'adaptation dont on va parler maintenant. Si vous pouvez donc passer la diapositive suivante. Voilà, donc encore une fois, j'ai pris ici les principaux défis sanitaires qui touchent bien sûr tous les âges de la vie, hein, aussi bien bien sûr l'enfant, le nourrisson, le nouveau-né et puis l'adolescent, y compris bien sûr la femme enceinte. Et donc j'ai pas le temps de tout détailler, mais vous voyez à chaque âge de la vie, vous allez avoir des risques spécifiques. Prenons l'enfant, par exemple. Eh bien, ce sont surtout les problèmes de malnutrition qui vont concerner, des maladies respiratoires. On a parlé des maladies diarrhéiques et puis digestives pour le nourrisson. On peut également parler des anomalies congénitales chez le nouveau-né avec des retards de croissance, des risques de retard de croissance intra-utérin, et également des défis qui concernent aussi bien l'adulte que l'adolescent. Je n'ai pas le temps tellement de vous montrer ce qui peut se poser, les problèmes qui peuvent se poser au niveau de l'exposition fœtale. Hein. Il y a trop peu d'études là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que notamment par des déficits nutritifs associés à d'autres mécanismes d'intoxication par les métaux lourds, comme le plomb, l'arsenic, on aura bien sûr, en tout cas, une élévation considérable de cette vulnérabilité pendant la vie intra-utérine. Donc, la diapositive suivante. Alors, je vous invite quand même à lire, je vous ai mis ici pour que vous puissiez vous documenter. Il y a énormément d'articles qui sont publiés dans le Lancet Countdown, le compte à rebours du Lancet. Hein, donc, je vous invite également, bien sûr, à consulter tous ces documents qui sont publiés maintenant tous les ans depuis 2017, notamment par le Lancet. Alors, c'est la diapositive suivante. Qu'est-ce qui se passera pour les enfants qui sont nés en 2020? Ce qui est certain, c'est que et c'est le cas déjà pour les enfants qui vivent dans les pays en développement, ils sont déjà soumis à un problème de malnutrition. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé des rendements agricoles qui vont chuter de 5 à 30% d'ici 2050, une hausse des prix. Donc, il y aura effectivement des conséquences potentielles de cette dénutrition, des retards de croissance, un affaiblement du système immunitaire, des problèmes de développement, et donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc lorsque cet enfant va grandir, il va respirer un air plus pollué, notamment par les combustibles fossiles, et ceci peut être aggravé bien sûr par la haute température et la pollution. Et ensuite, lorsque cet enfant atteindra l'âge adulte, il y aura effectivement d'autres risques comme les inondations, comme les sécheresses prolongées. Hein, on pense qu'effectivement le nombre de canicules et de sécheresses vont augmenter avec le temps, avec des durées qui seront de plus en plus grandes. Donc vous allez avoir effectivement, ça c'est quelque chose d'assez inquiétant. Donc vous voyez une espérance de vie qui va diminuer. Donc tout ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant en tant qu'espérance de vie pourrait être annulé, en tout cas d'ici 2050.
Alors, on va essayer de voir les choses de manière un peu plus positive dans les diapositives qui vont venir. Donc, l'atténuation, bien sûr, c'est la prévention primaire. Hein, c'est ce que les anglo-saxons appellent la mitigation. Donc, c'est réduire les effets de serre. Les gaz à effet de serre, aussi bien le dioxyde de carbone que le méthane. Et bien sûr, il y a toutes les stratégies d'adaptation. Hein, ça, c'est de la prévention secondaire, notamment pour réduire la vulnérabilité à tous les effets que j'ai mentionnés, que ce soit l'insécurité alimentaire, la surveillance des maladies infectieuses, la santé au travail. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps. Encore une fois, aussi bien pour les enfants que les sujets âgés, mais effectivement, c'est les enfants, comme je vous l'ai dit, hein, qui vont prendre effectivement le choc de ce changement climatique pour les 50 ans à venir. Dans la diapositive suivante, je vais bientôt terminer. Bon, ça, je vous laisserai lire. Il y a des tas sur ce Lancet Countdown, vous avez des tas de stratégies d'adaptation hein, qui sont mentionnées. Je mentionne également un très bon document qui a été édité en 2015 par le Haut Conseil de santé publique, vous voyez, qui est un document exhaustif qui énumère à peu près toutes les stratégies d'adaptation que l'on peut faire en termes sanitaires. Je vais bientôt donc conclure. En fait, donc ça c'est la diapositive qui va venir. Bon, ça on peut peut-être passer. Hein, je préférais qu'on réponde à toutes les questions. Voilà, les leçons essentielles qu'il faut retenir. Malheureusement, et ceci est vrai pour beaucoup de situations. Donc, les effets néfastes du changement sur la santé vont s'intensifier au moins pour plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'il est maintenant trop tard. Hein, j'écoutais tout à l'heure un collègue qui parlait est-ce qu'on peut changer en tout cas l'intensité de changement climatique. Malheureusement, la réponse est non. On peut s'adapter. Hein, et donc, une atténuation du changement climatique, quelque chose d'essentiel pour protéger notre santé et celle des générations futures. Et dans les deux diapositives suivantes, je vais juste, voilà, il y a quand même une tendance qui est très très forte et à laquelle j'adhère complètement, c'est ce qu'on appelle l'écologie de santé. C'est un Américain, Robert Ostfeld, vous voyez, qui considère que la perte de la biodiversité, c'est-à-dire que la perte de relations d'interaction, a engendré en tout cas une circulation de plus en plus importante d'agents pathogènes, et bien sûr c'est accéléré par la mobilité humaine, donc l'émergence d'épidémies, et on voit très bien le nombre de pandémies qui augmente. Hein, et donc Robert Ostfeld avec donc d'autres écologues comme Serge Morand donc pense vraiment que cette perte de la biodiversité a un effet, et je pense qu'on peut en tout cas réagir sur ce plan-là. De même que c'est la diapositive suivante, et après j'aurai terminé. Donc la santé planétaire, c'est quelque chose que j'aurais terminé là-dessus. Hein. C'est un concept très très important. Hein. Vous avez, alors c'est un concept qui dit que, eh bien effectivement, il faut augmenter le niveau de santé de l'humanité, bien sûr avec autant d'équité possible et avec un niveau le plus élevé possible, sans que en fait on dénature les équilibres, les systèmes naturels de la Terre. Et les scientifiques qui soutiennent ce concept de santé planétaire donc indiquent bien que c'est la chose la plus urgente, hein, puisque c'est à la fois le problème de santé des civilisations et le problème de santé des systèmes naturels dont elles dépendent. Voilà, la diapositive suivante, c'est juste pour vous remercier encore une fois hein, à tous les bénévoles, tous les étudiants du site grenoblois. Hein, donc, je finirai par cette citation de Costello. Il ne faut pas seulement considérer le changement climatique comme une grande menace pour la santé mondiale, mais aussi la plus grande opportunité de santé publique à l'échelle mondiale. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je suis un peu désolé pour les problèmes qui sont survenus avec ce diaporama, mais on s'en est à peu près sorti. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Okay. Merci pour votre présentation. On va passer aux questions.
Donc la première question, pour les suicides évoqués précédemment, comment savoir que ce n'est pas dû à autre chose que la température, comme les conditions de travail, l'évolution de la société, des inégalités? Oui, c'est une très bonne question. C'est ce que j'ai dit au départ. Hein. C'est quand on parle de problèmes sanitaires et de prédiction, c'est toujours très difficile. Parce que vous avez effectivement, vous avez la pauvreté, vous avez l'insécurité économique, vous avez les problèmes purement d'élévation de température. Hein, et donc il faut, quand on publie ce genre d'études, et c'est quand même dans des grandes revues qu'ont été publiées ça, il faut être très très critique. Ce qui est certain, c'est que si on parle plus largement que ces tendances suicidaires, vous avez en tout cas un stress mental qui est important dans la population. C'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est un mot qu'on ne connaissait pas. Alors, il y a des gens qui appellent ça la solastalgie. Hein, c'est la nostalgie de ce qu'on ne verra plus. Hein, tout à l'heure, ce matin, j'écoutais mon collègue qui parlait de tous les glaciers qui fondent. Eh bien, on sait que c'est quelque chose qu'on ne reverra plus. Eh bien, cet état d'éco-anxiété peut se manifester effectivement sous des formes maximales qui sont le suicide. Mais vous avez parfaitement raison. Est-ce que c'est l'élévation de température? Est-ce que c'est des états dépressifs qui sont sous-jacents? Ce qui est certain, c'est que il y a eu des études pour expliquer l'origine de ces suicides et dans beaucoup de cas, ils ont relevé en tout cas un stress qui était lié non pas à des tendances dépressives, mais à des problèmes de stress, des vrais stress. Ce qu'on appelle le stress mental. Hein, et on se rend compte d'ailleurs de ces stress, ça a été publié notamment par des Indiens, on voit de plus en plus de gens, notamment au niveau du sous-continent indien, qui se suicident au travail. C'est-à-dire que les conditions de travail de ces travailleurs, notamment dans le milieu extérieur, deviennent tellement difficiles à cause de la température ou à cause d'autres. Il y a aussi des problèmes ethniques, il y a aussi des problèmes géostratégiques, c'est compliqué. Mais quand même, on a des chiffres qui montrent que ces suicides augmentent avec cette température de 1 degré ou de un peu moins. Donc bien sûr, ça reste encore à élucider, mais ça pose question. D'accord, merci. Deuxième question, pensez-vous que nous devrions prévoir des réformes dans notre système d'éducation afin d'armer les nouvelles générations d'outils personnels pour faire face à des problèmes de santé? Et si oui, à partir de quel âge peut-on aborder ce sujet? Comment parler aux enfants sans les alarmer? Comment informer, éduquer, préparer? Eh oui, ça c'est vraiment une bonne question parce que je crois qu'au fond, vous voyez, bien sûr, on parle des problèmes sanitaires liés au changement climatique, notamment chez les adultes, et souvent il n'y a pas de solution. Alors c'est vrai que d'en parler, notamment déjà au niveau de la vie étudiante, c'est pour ça qu'il faut en parler pendant les cours, ou bien plus tôt, que ce soit au niveau du collège ou du lycée, ça devient primordial. Notamment pour qu'il y ait des gestes simples qui se mettent en place. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré, c'est un peu vite, hein, c'est toutes les méthodes d'adaptation. Eh bien, c'est de prendre son vélo, de pas prendre la voiture. Il y a des tas de gestes de la vie courante qui peut être fait au niveau des jeunes. Donc, je pense qu'il faut en parler le plus tôt possible. Hein, il y a tout ce qui est effectivement aussi lié aux déchets. Encore une fois, le gros souci, quand on lit la littérature et les experts, c'est le problème d'accès à la nourriture. Le problème d'accès à la nourriture va devenir un énorme problème dans les décennies à venir. Les rendements chutent partout. Hein. C'est pas seulement les rendements agricoles en Afrique, ils sont déjà là-dedans. Hein. Donc, ni en Inde, c'est les rendements agricoles des pays développés. Nous avons déjà un problème de rendement et d'accès. Et donc, ça c'est actuel. Après, les problèmes d'accès à la nourriture, ils vont venir très très vite. Et donc, les prix vont augmenter et la pauvreté va augmenter. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, il y a un ensemble de globalisation. Il y a changement climatique, la pauvreté, l'urbanisation, la globalisation. Je crois que quand on aborde des problèmes de santé, il faut prendre ces quatre grands mouvements majeurs qui sont à l'œuvre.
Par exemple, vous voyez, on parle beaucoup de cultiver dans les villes, hein, c'est l'agriculture urbaine, ou bien de mettre les fermes le plus près des villes. Et tout ça pour éviter effectivement qu'il y ait le voyage des aliments avec les taxes carbone qui sont liées. Je pense qu'il y a, vous voyez, c'est l'éducation, à mon avis, il faut qu'elle parte le plus tôt possible. Voilà, ce serait peut-être le mot que je pourrais dire. Hein. C'est trop tard si c'est au niveau de l'âge des vous, les étudiants, 20-25 ans, c'est bien avant qu'il faut prendre conscience de ça. Merci. Troisième question, nous allons perdre de l'espérance de vie. Est-ce que cette perte sera la même pour tous les continents, pour tous les pays, et pourquoi? Oui, vous savez qu'on vit dans un monde global. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi l'espérance de vie diminuerait en Afrique, mais pas aux États-Unis. Déjà, on voit quand on étudie les courbes d'espérance de vie par les statisticiens, on voit très très bien que pour notamment les citoyens américains, ça commence à diminuer. Pour des problèmes d'obésité, pour des tas de problèmes qui sont globaux, encore une fois. Mais l'espérance de vie commence à stagner, voire diminuer dans les pays occidentaux. Donc, alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a peu de chiffres qui viennent de la Chine, mais eux auront d'autres problèmes qui sont liés à la démographie ou à toutes les épidémies potentielles. Je n'ai pas du tout parlé de ça, mais oui, je pense que l'espérance de vie chez les jeunes, chez les enfants qui vivent maintenant, qui naissent maintenant, pardon, et qui auront, mon âge, disons, à la fin du XXIe siècle, il y aura un problème d'espérance de vie. Oui, ça on est pratiquement certain. Et tous les continents seront concernés. Est-ce que tous les continents seront concernés de la même manière? C'est-à-dire, est-ce que la diminution de l'espérance de vie sera la même partout dans le monde? Ou est-ce qu'on va observer une différence en fonction du continent ou en fonction de régions plus précises? Bien sûr, il y aura, en tout cas, il y a déjà à l'heure actuelle il y a déjà une différence. C'est-à-dire qu'on est suivant que on habite Grenoble ou qu'on habite Dhaka dans le Bangladesh, bien sûr, l'espérance de vie n'est pas la même. Donc il y a déjà une inéquité qui est présente. Mais ce gap qui existe à l'heure actuelle, il va de plus en plus diminuer. Pour l'instant, effectivement, la malnutrition, c'est l'Afrique. Pour les raisons que j'ai évoquées. Après, ce sera les régions où il y aura de plus en plus de sécheresse. Le sous-continent indien, l'Indonésie, la Chine, les États-Unis. On voit très bien, tous les méga incendies qui ont eu lieu en Californie ou en Australie, ça affecte plein de choses. Ça affecte les fonctions respiratoires, ça affecte ça donne du stress. En plus, il y a des encore une fois, les rendements chutent, donc l'espérance de vie va diminuer partout, mais elle est déjà présente. Donc mais ce qui est certain, c'est que oui, bien sûr, c'est pour ça que j'avais axé un petit peu mon exposé sur les générations futures. Ce sont effectivement les enfants et les personnes âgées qui vont souffrir en premier. C'est un petit peu comme les épidémies virales. Hein. En tout cas, l'enfant, c'est sûr. Je crois qu'il faut vraiment mettre ces perspectives de génération future au centre des discussions. Et encore une fois, c'est pas uniquement politique. Hein. C'est au niveau de l'enseignement, que ce soit l'enseignement dans les facultés médicales, également dans tous les niveaux culturels. Tous les niveaux culturels, toutes les tranches d'âge. Merci. On va passer à la question suivante. En termes d'arguments économiques, peut-on comparer les futurs coûts liés à la santé et les investissements qui sont possibles pour changer la qualité de vie des gens? Alors oui, je lisais qu'en fait, on pourra commencer
à adopter des méthodes d'adaptation en termes sanitaires, hein, lorsque il y aura à peu près 5% des dépenses liées à tous les problèmes du changement climatique. Je parle des problèmes énergétiques, les problèmes de transport, les problèmes au sens large. Il faudra qu'il y ait au moins 5% de ce budget qui soit donné à la santé. Sous des formes multiples. Par exemple, on voit très bien avec la crise du Covid, je ne dis pas du tout que la crise du Covid est un problème climatique essentiel. C'est plutôt un problème, à mon avis, de chute de biodiversité, de modification des écosystèmes et un problème de mobilité humaine. Mais on voit très bien, donc on manque de vaccins et c'est évident que pour certaines maladies, on pourra peut-être faire des vaccins avant qu'il y ait des problèmes. La dengue est un bon exemple parce que la dengue est une maladie qui va, donc à peu près les trois quarts de la population mondiale sera exposée au risque de dengue en 2050. Ce sont des chiffres que l'on donne, c'est des prédictions, mais ça me semble tout à fait crédible. Il y avait un vaccin. Enfin, il y a un vaccin contre la dengue qui a été mis sur le marché. Il y a eu des problèmes assez récemment. Il faudra sans doute qu'il y ait des stocks de ce vaccin avec une surveillance dans le domaine médical pour voir si ce sera utile de relancer les productions. Alors, je dis pas qu'on pourra faire des vaccins pour tout, mais en tout cas, la dengue, tout le monde sait que c'est un problème de santé publique. Alors après, dans votre question, il y avait un autre élément que j'ai oublié. Je vais répéter la question du coup. En termes d'arguments économiques, peut-on comparer les futurs coûts liés à la santé et les investissements qui sont possibles pour changer la qualité de vie des gens? Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait au moins 5% du budget assigné au changement climatique qui soit pour la santé. Minimum. Donc, c'est une très bonne question. C'est un problème économique. Et forcément, c'est de la stratégie, c'est de la prévention secondaire. On a vu que la prévention primaire, c'est les accords de Paris. Hein, ça, effectivement, les accords de Paris, il faudra les appliquer le plus vite possible. Et ça, effectivement, tout le monde est concerné. Hein. Mais en termes de prévention secondaire, oui, il faudra que... Je sais pas, honnêtement, j'ai pas les chiffres, mais en termes sanitaires, je pense, il n'y a pas assez de moyens. Voilà. Ah, merci. Quelle stratégie concrète à mettre en œuvre en termes de communication pour convaincre la population que leur façon de consommer et vivre est fortement liée à leur santé, et plus particulièrement pour leurs enfants? Alors, je vais vous dire une chose. Je ne vais peut-être pas répondre directement. J'en parlais récemment. Vous savez, on a deux cerveaux. Hein. On a le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel. Le cerveau rationnel, il fonctionne bien. Et on fait ça depuis ce matin. On s'est dit, le changement climatique, c'est un énorme problème, etc. C'est catastrophique sur certains points. Il y a des espoirs sur d'autres. Voilà. Donc ça, c'est le cerveau rationnel. Le cerveau émotionnel, en fait, il cherche encore le plaisir immédiat. Donc, on cherche, bien sûr, à prendre sa voiture dès qu'on peut. On cherche à avoir, vous voyez, à se dire, ben non, finalement, on a encore un laps de temps. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est que même, je pense, si vous dites, regardez pour le tabagisme, vous avez marqué sur le tabac ou sur les paquets de cigarettes, le tabac tue, on met des images horribles, ça n'empêche pas les gens de fumer. Hein. Ben c'est pareil pour le changement climatique. Même si on leur dit que leur santé sera éprouvée, à court terme, pour certaines pathologies, à moyen et donc plus long terme pour d'autres, ce sera difficile. Je pense qu'il faut... Si vous voulez, souvent je pense à ça. Hein. Je me dis peut-être qu'un jour, les gens vont réagir au changement climatique quand ils verront l'eau des mers qui va monter. Hein, on parle d'un énorme bout de glacier de l'Antarctique qui va fondre, ça ferait monter de 3 mètres. 3 mètres qui montent
ça veut dire que des villes comme Le Havre, en France, hein, eh bien, ce sera dans l'eau. Je me dis peut-être que les gens vont commencer à bouger lorsqu'ils verront effectivement leur maison prendre l'eau, où ils verront effectivement le niveau des mers qui augmente. Est-ce qu'il faudra quelque chose de fort pour que les gens réagissent? Mais j'ai peur que, même si on parle de risques sanitaires, comme je le fais avec vous, ce sera peut-être pas suffisant. Mais je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler beaucoup plus que ça sur les médias, dans les écoles. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Je pense que et la conclusion va dans ce sens-là. Au-delà de ce qu'on connaît avec la crise du Covid à l'heure actuelle, qui est bien sûr dramatique, quand on voit ces problèmes sanitaires liés au changement climatique, c'est le problème de santé publique majeur en 2020, 2021 et pour longtemps. Je crois qu'il faut que les gens mettent en perspective tout ça. C'est mon point de vue, hein, c'est mon opinion. Hein. Peut-être que je me trompe. Mais... Ça reste votre opinion. On peut pas, on peut rien. Enfin, comment dire? Chaque personne a sa propre opinion. Et... Mais en tout cas, le changement climatique et les risques sanitaires, c'est le problème de santé publique majeur, bien au-delà de tous, pour les années à venir. Pour les années à venir, je ne dis pas décennies, maintenant et les années à venir. Demain, l'an prochain, etc. Bien sûr. Une dernière question. Vous parliez de virus sans rentrer dans un débat politique. Pensez-vous que nous allons devoir nous habituer à faire face à de plus en plus de pandémies et potentiellement de vivre avec? Le problème des pandémies et des pandémies à virus, je ferai remarquer qu'on ne connaît que des pandémies à virus depuis un siècle. Que ce soit depuis la grippe espagnole, on ne connaît que des pandémies à virus. Le problème des pandémies à virus, c'est essentiellement des zoonoses. C'est-à-dire que les pandémies à virus, ce sont des maladies qui, au départ, étaient des maladies animales. Ces maladies sont passées à l'homme parce que ces virus ont la capacité de franchir ce qu'on appelle la barrière d'espèces. Et le problème de ces virus, c'est qu'ils affectent des animaux et surtout des animaux d'élevage. Donc le problème des pandémies, c'est un problème qu'il faut résoudre avec les vétérinaires, avec les autorités des ministères concernés, et ça concerne les élevages intensifs. Alors ça, tous les experts vous diront le même discours. Le problème des pandémies, et le problème du Covid-19, c'est exactement ça, c'est un problème de virus qui passe des populations animales, souvent ce sont des mammifères, hein. Il y a des hôtes intermédiaires, et pour le Covid, on ne sait pas encore, mais regardez ce qui s'est passé pour les visons. Hein. Les visons, moi j'ai découvert par exemple qu'il y avait des millions de visons qui étaient élevés en Europe, et manifestement le Covid est passé chez ces visons, chez ces animaux d'élevage. C'est un exemple, hein. Mais en tout cas dans les pandémies qui ont eu lieu avant, c'était ça. Donc il faut résoudre de manière urgente le problème des élevages intensifs, qui est une source énorme de virus pandémiques. Donc, ce sont des bombes à retardement. Et personne ne peut vous dire quelle sera la prochaine pandémie. Et ce sera une pandémie à coronavirus, une pandémie à grippe aviaire, ou un autre virus qu'on aura découvert entre-temps. C'est la grande question. Pour moi, les pandémies virales, c'est un problème agricole, enfin, d'agriculture et d'élevage intensif. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Donc, ça touche aussi à la biodiversité, bien sûr, puisque les élevages intensifs sont des animaux qu'on a sélectionnés de manière génétique, donc ils sont extrêmement fragiles, ils sont très homogènes, donc une fois qu'un virus infecte un élevage animal, c'est des centaines de milliers d'animaux dans un même élevage, que ce soit des volailles ou des mammifères, c'est comme un feu de poudre. Vous voyez, ça, je crois que c'est... Alors, je n'ai pas eu le temps, effectivement, d'en parler, ou à peine. Hein. Et tous ces problèmes-là rentrent dans ce qu'on appelle l'écologie de santé. Conservation medicine ou disease ecology. Ça, c'est quelque chose dont on ne fait pas assez allusion dans les enseignements de médecine ou de culture médicale. Merci. Donc du coup, on va probablement pas arrêter les élevages intensifs tout de suite. Donc il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec ces pandémies. Alors,
Ben là, on change un peu de sujet. Hein. C'est vrai que concernant en tout cas certains virus, notamment les coronavirus comme le SARS-CoV-2, on va sans doute coévoluer avec lui. C'est un virus qui a des capacités de mutation énormes. Il y a toujours une course effectivement entre la vaccination et puis la capacité de ces virus à échapper à tout ce qu'on absorbe pour lutter, notamment les vaccins. Donc il y aura toujours une longueur d'avance que le virus aura par rapport à l'hôte, l'homme. Donc il faut se préparer à une longue cohabitation avec ce virus. La question, c'est est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Est-ce que c'était prévisible? C'était prévisible. Je pense que cette pandémie était prévisible puisque, encore une fois, ça a circulé que dans les réseaux un petit peu autorisés. Hein. Mais on connaissait un virus très très voisin de ce SARS-CoV-2 dès 2016. Donc, et on avait déjà eu le SARS-CoV-1 en 2003 et le MERS-CoV en 2012-2015. Donc, vous voyez, il fallait se poser cette question avant. Maintenant, il faut tout faire pour limiter la morbidité, bien sûr, hein, chez les sujets âgés, notamment les sujets à risque. Ça, effectivement, c'est la vaccination. Je pense que la vaccination est une bonne stratégie hein, il faut vacciner les sujets âgés et les sujets à risque. Hein. Ça, c'est certain. Et là, on va diminuer la mortalité. Mais diminuer la circulation virale, ça va être difficile. Hein. Mais là, on change un peu de sujet, vous voyez. Oui. Merci pour votre réponse. On est à la fin de la conférence. Est-ce que vous voulez dire quelques derniers mots? Écoutez, je crois que l'ensemble des questions reflète un petit peu une conclusion que je pourrais faire. Hein. Il faut parler des risques sanitaires le plus largement possible. Alors bien sûr, on parle souvent sur les médias, on parle de stratégie énergétique. C'est bien. J'ai beaucoup apprécié le collègue qui parlait avant moi, je crois Frédéric Durand, il s'appelait. C'est le développement durable, oui, c'est bien gentil, mais c'est pas là-dessus c'est pas là-dessus que le curseur devra être mis. Hein. Le curseur il devra être mis sur des mesures drastiques de diminution des effets de serre et d'adaptation le plus vite possible pour les générations futures. Je crois qu'il faut penser aux générations futures. Les enfants qui naissent maintenant et les jeunes qui, effectivement, comme vous, hein, qui allaient, bien sûr, au-devant de périodes difficiles. Il faut mettre ça en perspective, les générations futures. C'est eux. Merci beaucoup. C'est eux qui vont avoir des problèmes majeurs. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre conférence. Et merci à tous les participants et les participantes. Bonne journée et puis bon week-end. N'hésitez pas à aller à d'autres conférences et puis sur Utopia aussi, qui est un monde où vous pouvez trouver des ateliers et puis des expositions photos. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.